Le scandale de la prison irakienne d'Abu Ghraib. Révélé par le magazine 60 Minutes de la chaîne américaine CBS, ces photos ont fait le tour du monde au printemps 2004, provoquant l'indignation et la colère. Les clichés ont été pris par des soldats américains fiers de leur forfait. Des bad apples, des brebis galeuses, avait alors affirmé le porte-parole de l'armée américaine en Irak aux journalistes de 60 Minutes. Ce soir-là, personne n'était en mesure de contester la théorie des bad apples. Ne jugez pas votre armée sur les actes commis par quelques-uns. À Washington, le scandale d'Abu Ghraib provoque la panique. La commission militaire du Sénat organise en urgence une audition parlementaire. Le premier témoin à être entendu, c'est Donald Rumsfeld, secrétaire à la Défense. À l'époque, les républicains contrôlent tous les rouages de l'administration américaine et ils s'accrochent à la théorie des bad apples comme à une bouée de secours. Cette première audition, comme toutes celles qui suivront au cours des 4 prochaines années, est retransmise en direct par la chaîne parlementaire C-SPAN. La commission militaire du Sénat commence aujourd'hui une série d'auditions pour recueillir des témoignages concernant les mauvais traitements infligés à des prisonniers irakiens par quelques, je répète, quelques éléments des forces armées des États-Unis violant les lois américaines et internationales. Monsieur le secrétaire. Monsieur le Président, je sais que vous êtes avec moi aujourd'hui pour dire au monde, jugez-nous par nos actions, regardez comment les Américains, comment une démocratie traite ses fautes de conduite et le scandale. Constatez la douleur de reconnaître et de corriger nos erreurs et nos propres faiblesses. Je voudrais savoir, Monsieur le Secrétaire, si un seul des abus commis en Irak a été encouragé, admis ou permis par le règlement ou la politique du département de la Défense. À ma connaissance, sûrement pas. Et lorsqu'on regarde ces sévices et leur cruauté, l'idée qu'il puisse y avoir un règlement qui permette, admette ou encourage ce genre de fait n'est tout simplement pas imaginable. I will faithfully execute the office of President of the United States. The duties of the office on which I am about to enter. Preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. Preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. So help me God. God bless you all. And God bless America. Tout a commencé dans le plus grand secret, peu après les attentats du 11 septembre 2001. Ce jour-là, 4 avions de ligne sont détournés par des kamikazes de l'organisation terroriste Al-Qaïda, dirigée par l'extrémiste musulman Ben Laden. Provoquant plus de 3000 victimes, c'est le plus grand attentat terroriste jamais réalisé sur le territoire des États-Unis. J'étais l'assistante de la conseillère pour la sécurité nationale, Condoleezza Rice, et je me trouvais à la Maison Blanche ce jour-là. Après que les avions ont touché le World Trade Center, j'ai été évacué avec Condoleezza Rice, le vice-président et quelques autres dans le bunker de la Maison Blanche. The whole building's gone. Holy fucking Jesus! Dès le début, il était clair pour tout le monde que nous étions désormais dans un nouveau paradigme, celui de la guerre contre la terreur. Ce fut quelque chose d'immédiat. Le pays et le gouvernement ont instantanément adopté une attitude de guerre. The search is underway for those who are behind these evil acts. And we stand together to win the war against terrorism. Carte blanche, c'est le mot d'ordre de l'administration républicaine qui se réunit à Camp David, dans la résidence des présidents américains, 4 jours après les attentats. Ces images sont exceptionnelles. On y voit, réunis autour d'une même table, les dirigeants des 4 centres de pouvoir qui conduiront les États-Unis sur le chemin de la torture. D'abord la Maison Blanche, avec le président George Bush et son vice-président Dick Cheney. Face à eux, Condoleezza Rice, conseillère à la sécurité nationale.
Puis le département de la justice, dirigé alors par John Ashcroft. C'est de lui que dépend l'OLC, l'Office of Legal Counsel, le bureau juridique chargé de vérifier la légalité des décisions prises par la Maison-Blanche. Ensuite, le département de la défense au Pentagone, tenu par Donald Rumsfeld. Enfin, le département d'État au ministère des Affaires étrangères du général Colin Powell. Ce jour-là, le président Bush ne fait pas dans la langue de bois. We will find those who did it. We will smoke them out of their holes. We'll get them running. And we'll bring them to justice. This is an administration that will not talk about how we gather intelligence, how we know what we're going to do, nor what our plans are. The United States will do what it takes to win this war. Nous entendions les termes « guerre contre le terrorisme »,« guerre contre la terreur »,« guerre globale contre la terreur », et nous n'aimions pas ça du tout. En tant qu'ancien militaire, avec 31 ans de service dans l'armée, cela ne me plaisait pas, car on ne fait pas une guerre contre des instruments. On ne fait pas une guerre contre des méthodes. On fait la guerre contre des peuples et des États. C'est une définition très ambiguë, comme la guerre contre la drogue ou la guerre contre la pauvreté. On ne peut jamais gagner contre ça. Nous avons fait part de nos interrogations au Dr Rice et à la Maison-Blanche, et on nous a répondu « c'est de la politique, c'est ce que veut entendre le peuple américain ». L'une des attitudes que j'ai constatées au sein du gouvernement, c'est que pour combattre cet ennemi terroriste, les États-Unis allaient devoir se salir les mains. Ils devraient alors avoir recours à des tactiques et des pratiques ou prendre des décisions que certains considéreraient comme non conformes à l'éthique, à la morale ou à la légalité, afin de vaincre cet ennemi terroriste. Le lendemain de la réunion de Camp David, le vice-président Dick Cheney annonce clairement la couleur dans une émission très regardée de la chaîne NBC. Mais dans l'émotion des attentats, rares sont ceux qui mesurent le sens de ces paroles. We also have to work sort of the dark side, if you will. We're going to spend time in the shadows and in the intelligence world. It is a mean, nasty, dangerous, dirty business out there, and we have to operate in that arena. We need to make certain that we have not tied the hands, if you will, of our intelligence communities in terms of accomplishing their mission. Finalement, on peut dire qu'il a été honnête. Il a annoncé au pays tout entier, nous allons opérer dans le secret, nous allons mener une guerre secrète, et personne ne peut dire que le pays n'était pas au courant, puisqu'il l'a dit ouvertement. Le problème, c'est que personne n'a réagi. Nous étions très vulnérables. Les Américains avaient peur. Comment est-ce arrivé ? Et voilà que le vice-président des États-Unis tire parti de cette inquiétude et exploite notre vulnérabilité en disant « Nous allons opérer dans les ténèbres. Nous aurons les personnes qui nous ont fait ça. » C'était le début de cette marche vers la guerre qui a exploité à fond notre vulnérabilité. Et le président de dire « Si vous n'êtes pas avec nous, vous êtes contre nous. » Tout le monde est tombé dans le piège. Je ne veux pas être contre eux. C'est la seule alternative qu'on a. Et à Washington, rares sont les élus qui ont osé questionner tout cela. Ils ont préféré donner leur feu vert à toutes les décisions qui ont suivi. Every nation in every region now has a decision to make. Either you are with us or you are with the terrorists. Deux semaines plus tard, les États-Unis et leurs alliés déclenchent la guerre contre le régime des talibans qui contrôle l'Afghanistan depuis 1995. Officiellement, l'objectif est de capturer Ben Laden et ses hommes qui ont installé des camps d'entraînement dans tout le pays.
Le 13 novembre 2001, le régime des talibans est renversé. Tandis que les Afghans sortent lentement du cauchemar, des dizaines de barbus en armes et de suspects sont arrêtés. L'armée américaine et la CIA, les services secrets des États-Unis, sont en première ligne. La guerre contre la terreur ne fait que commencer. Vous devez tous le savoir, il y a un avant 11 septembre et un après 11 septembre. Depuis le 11 septembre, on ne prend plus de gants. Dès le début, il était clair que l'interrogatoire et la récolte de renseignements provenant des détenus étaient un élément capital. Comme la priorité du gouvernement était de prévenir de nouveaux attentats, tout le monde était convaincu que le seul moyen d'y parvenir, c'était pour ainsi dire, d'entrer dans la tête des membres d'Al-Qaïda et donc d'interroger les détenus. Or, depuis le début, on craignait que ce qu'on appelait les vieilles règles, c'est-à-dire les conventions de Genève, ou nos lois pénales, que tous ces textes d'une autre époque constituent un obstacle aux interrogatoires. D'où la conviction qu'il ne fallait plus prendre de gants. Signé en 1949 et adopté aujourd'hui par 194 États, les 4 conventions de Genève constituent la pierre angulaire du droit humanitaire international. La 3e convention concerne les prisonniers de guerre, c'est-à-dire les combattants capturés sur le champ de bataille. Le statut de prisonnier de guerre n'est pas automatique. Pour l'obtenir, le combattant doit posséder un signe distinctif, porter ses armes ouvertement et se conformer aux lois de la guerre. En contrepartie, il reçoit certains privilèges, comme le droit de communiquer avec sa famille ou de recevoir des colis. L'article 17 précise que chaque prisonnier de guerre ne sera tenu de déclarer que ses noms, prénoms, grades et sa date de naissance. En d'autres termes, un prisonnier de guerre ne peut être interrogé à des fins de renseignement. Enfin, les 4 conventions de Genève comprennent le même article 3, qui interdit les traitements cruels, tortures et supplices, quel que soit le statut des prisonniers. En 1996, le Congrès américain a voté le War Crimes Act, la loi sur les crimes de guerre, qui sanctionne par la prison à vie ou la peine de mort toute violation grave des conventions de Genève, et notamment de l'article 3. Après le 11 septembre, l'administration Bush s'emploie à se débarrasser des conventions de Genève. L'opération secrète est dirigée par le vice-président Dick Cheney, pour qui l'unique arme de la guerre contre la terreur est le renseignement. Il est clair qu'il y a une personne qui a joué un rôle central dans l'introduction de cette nouvelle politique de mauvais traitement des prisonniers, et cette personne, c'est Dick Cheney, le vice-président des États-Unis. Dès que j'ai commencé à travailler sur ce sujet, j'ai parlé avec des officiers de la communauté du renseignement. Ils m'ont dit qu'au cours des 6 semaines qui ont suivi le 11 septembre, le vice-président Cheney a passé quelques jours à l'anglais, dans les quartiers généraux de la CIA. Il insistait pour qu'ils utilisent des techniques d'interrogatoire dures et sales. Le vice-président Cheney était particulièrement impressionné par les techniques utilisées par le gouvernement égyptien pour démanteler l'organisation des frères musulmans. Il pensait que ces techniques avaient été extrêmement efficaces et que les États-Unis devraient suivre l'exemple du gouvernement Moubarak en Égypte. Je ne pense pas que Dick Cheney rendra des comptes un jour pour ce qu'il a fait, excepté à son créateur. Mais j'espère que Dick rencontrera le diable après sa mort, parce que le diable sera un bon ami pour Dick. Pour couvrir la Maison-Blanche, Dick Cheney s'appuie sur des juristes républicains ultra-conservateurs. Lors des auditions qui suivront le scandale d'Abu Ghraib, c'est à eux que les parlementaires demanderont des comptes. Dick Cheney et George Bush ne seront jamais inquiétés, car ils sont protégés par une immunité que le Congrès a toujours refusé de lever. Et c'est bien là toute la limite des auditions parlementaires à l'américaine. Il ne s'agit pas d'une enquête criminelle, mais d'un exercice de démocratie bien encadré, où l'on se contente d'interroger certains acteurs et des experts sans que cela n'entraîne de conséquences. Aujourd'hui, nous entamons la 3e audition sur le rôle des juristes de l'administration dans le développement de méthodes d'interrogatoire, qui ont soulevé des critiques ici aux États-Unis et ailleurs dans le monde.
Cette politique a été maintenue secrète et cachée aux membres du Congrès et au peuple américain au nom de privilèges assortis d'une interdiction stricte de divulguer, même partiellement, des documents confidentiels. Pourquoi? C'est inacceptable. Aujourd'hui, nous sommes en présence de deux architectes de cette politique. Si les témoins veulent bien se lever, prêter serment. Voici David Addington, le chef de cabinet de Dick Cheney, surnommé Cheney's Cheney, c'est-à-dire le petit chien de Cheney. Et John Yoo, le numéro 2 de l'OLC, le bureau du ministère de la Justice chargé de conseiller juridiquement la Maison-Blanche. Monsieur Addington, le professeur Yo a déclaré que dans certaines circonstances, il est approprié et légal de torturer l'enfant d'un détenu pour obtenir du renseignement. Êtes-vous d'accord avec cela? Je ne suis ni pour ni contre, Monsieur le Président. Je n'ai pas à me prononcer là-dessus. Je ne suis pas ici pour donner des avis juridiques à votre commission. Vous disposez de vos propres avocats pour vous fournir ces conseils juridiques. Est-ce que le président peut ordonner qu'un suspect soit enterré vivant? Monsieur le Président, je ne crois pas avoir déjà... Je demande votre avis. Émis l'avis que le Président pourrait ordonner qu'on enterre quelqu'un vivant. Parmi les exécutants, il y a aussi Jim Haynes, le chef juridique du Pentagone et l'homme à tout faire de Donald Rumsfeld. Monsieur Haynes, vous venez de dire que vous étiez le chef des juristes du département de la Défense. Est-ce exact? Oui, madame, c'est exact. Et combien de juristes aviez-vous sous vos ordres? Je vais le formuler comme cela. Il y a plus de 10 000 juristes au département de la Défense. Voici enfin Alberto González, le conseiller juridique de George Bush, qui a joué un rôle clé pour l'autorisation des méthodes de torture. Croyez-vous que d'autres dirigeants du monde auraient le pouvoir d'autoriser la torture de citoyens s'ils la jugeaient nécessaire pour leur sécurité nationale? Sénateur, je ne sais pas quelles sont les lois qui lient les autres dirigeants du monde, donc je ne crois pas être en mesure de répondre à cette question. González, Addington, Haynes et Yoo. Les 4 juristes se retrouvaient régulièrement dans le bureau de John Yoo, qui occupait un poste stratégique à l'OLC. C'est lui qui était chargé de rédiger les avis légaux rendus par le ministère de la Justice sur toute question soulevée par la présidence. Ces opinions, comme on dit dans le jargon, ont force de loi et elles constituent une protection juridique pour la Maison-Blanche. Les mémorandums secrets, concoctés par les 4 juristes, ont été déclassifiés après le scandale d'Abu Ghraib. Ils ont décortiqué la loi en se demandant comment pouvons-nous la tordre pour que l'administration Bush puisse faire des choses qui sont totalement illégales et indéfendables. John Yoo a rédigé de longs mémorandums sous la direction d'Addington et d'Alberto González, ainsi que d'une poignée d'avocats, pour tenter de justifier l'injustifiable. Ils ont essayé de rendre légales des choses parfaitement illégales. Le premier mémorandum secret a été rédigé par John Yoo le 9 janvier 2002. Il écrit que les conventions de Genève ne protègent pas les membres de l'organisation Al-Qaïda ni les talibans, car ceux-ci ont clairement démontré qu'ils ne respectent pas les règles de la guerre, ils refusent de porter l'uniforme et prennent en otage des avions civils. En conséquence de quoi, ils ne sont pas couverts non plus par l'article 3 des conventions de Genève. Ce premier mémorandum est envoyé sous forme de brouillon au département d'État censé donner son avis. Vous souvenez-vous de la réaction de Colin Powell au brouillon? Il voulait appliquer les conventions de Genève à Al-Qaïda et aux talibans. Il pensait que depuis la Seconde Guerre mondiale, nous les avions toujours appliquées, même pour des personnes qui n'avaient pas droit à leurs avantages. Et que c'était dans l'intérêt des États-Unis en général, que c'était bon pour la protection de nos forces, et que nous savions parfaitement comment faire, parce que tout le monde dans l'armée avait été formé pour cela. Notre premier témoin est John Hudson, le doyen et président de l'école de droit de Franklin Pierce de Concord, dans le New Hampshire, qui fut aussi vice-amiral. Doyen Hudson, vous avez la parole.
Merci, Monsieur le Président. Les conventions de Genève ont protégé les troupes américaines de dommages pendant des années. Ce sont nos troupes qui en profitent. À l'origine, les concepteurs américains des conventions les ont considérées comme une manière de protéger les troupes des États-Unis contre l'ennemi, et pas l'ennemi contre les troupes des États-Unis. Si nous commençons à pinailler et à dire « les conventions s'appliquent à celui-ci, mais pas à celui-là, dans ce pays, mais pas dans celui-là », alors les troupes américaines sont subitement en danger. Parce que si nous avons la capacité de faire ce genre de distinction, n'importe quel dictateur sans scrupules fera la même chose, ce qui finira par se retourner contre les troupes américaines. C'était aussi l'avis de Colin Powell. Oui, c'est un chic type. Lui et moi sommes d'accord. Alors que le mémorandum de John Yoo provoque un bras de fer avec le département d'État, Donald Rumsfeld prépare le terrain de l'opinion publique lors de sa première visite dans le camp de détention de Guantanamo. Les premiers prisonniers sont arrivés 11 jours plus tôt. C'est eux que vise le mémo de l'OLC. Rumsfeld sait que l'abrogation des conventions de Genève peut provoquer un tollé. La tactique consiste donc à dire les choses à moitié pour faire tomber progressivement le tabou. The Al-Qaeda is not a country. They did not behave as an army. They did not wear uniforms. They did not have insignia. They did not carry their weapons openly. They are a terrorist network, and they do. It would be a total misunderstanding of the Geneva Convention if one considered Al-Qaeda, a terrorist network, to be an army. Le fait qu'il n'ait pas le statut de prisonnier de guerre ne signifie pas, absolument pas, qu'on puisse les traiter de manière inhumaine, ni qu'on puisse les torturer. Les conventions de Genève sont très claires là-dessus. Justifier la torture, c'était bien le but de la manœuvre bureaucratique. Pour preuve, le mémorandum adressé le 25 janvier 2002 par Alberto González au président Bush. S'appuyant sur les arguments de John Yoo, il écrit « Ce nouveau paradigme rend obsolètes les limitations strictes imposées par les conventions de Genève sur l'interrogatoire des prisonniers. » Puis vient cette phrase qui a fait couler beaucoup d'encre. Le fait de décider que les conventions de Genève ne s'appliquent pas réduit considérablement la menace d'une poursuite judiciaire dans le cadre de la loi contre les crimes de guerre. Peut-être que nous aurions dû être plus vigilants et nous demander pourquoi il disait cela. Est-ce que ça veut dire que dès le début de la guerre contre le terrorisme, les dirigeants de la Maison-Blanche étaient préoccupés par d'éventuelles poursuites judiciaires ? Apparemment, oui. C'est l'un des tout premiers mémorandums. D'après ce qu'ils écrivent, ils savent donc très tôt qu'ils vont certainement recourir à des techniques qui peuvent être considérées comme des crimes de guerre. Est-ce qu'ils ont écrit tous ces mémorandums pour se protéger ? Je pense qu'ils les voyaient comme une forme d'assurance légale. Ils savaient qu'ils nageaient dans des eaux inconnues et voulaient avoir une sorte de protection. Finalement, c'est le président des États-Unis lui-même qui a pris la décision. Le document clé date du 7 février 2002. Il constitue la base de toute notre politique sur la détention et l'interrogatoire des détenus. Dans cette directive, Bush ne cesse de se couvrir, en rappelant 3 fois que ses décisions sont basées sur les conclusions légales du département de la justice. Puis il introduit une nouvelle notion qui permettra tous les abus, celle de combattants illégaux. Pour endormir les récalcitrants comme Colin Powell, les hommes de Bush ont ajouté une phrase dont l'ambiguïté a été savamment calculée. Les forces armées des États-Unis continueront à traiter les prisonniers humainement dans la mesure où la nécessité militaire le permettra, en accord avec les principes de Genève. Lorsque le mémo a été publié le 7 février et que nous avons pu le lire,
Je me suis dit, comme le secrétaire Powell, le sous-secrétaire, William Taft et les autres membres du personnel, que c'était un bon compromis. Le texte disait, selon la nécessité militaire, pour un militaire comme moi, cela signifiait que si je dois faire quelque chose de grave à un suspect terroriste afin de sauver la vie de mes camarades, je pourrais le faire, et que je ne serais probablement pas poursuivi en justice. Cela ne voulait pas dire que je peux, comme cela s'est passé à Bagram, suspendre quelqu'un accroché par une chaleur démente pendant 50 jours jusqu'à ce qu'il meure. En d'autres termes, Colin Powell et le département d'État ont été bernés, ou au minimum anesthésiés par les promesses de Donald Rumsfeld qui, le lendemain de la directive présidentielle, affirme que la décision de ne pas appliquer les conventions de Genève ne changera rien au sort des prisonniers. Le double langage, l'ombre et la lumière. What will be the impact of these decisions on the circumstances of the Taliban and Al-Qaeda detainees? And the answer in a word is none. They will continue to receive 3 appropriate meals a day, medical care, clothing, showers, visits from chaplains, Muslim chaplains as appropriate, and the opportunity to worship freely. It turned out that Ensuite, nous n'avons plus jamais participé à aucune des discussions qui ont suivi concernant la légalité des décisions prises. Un certain nombre d'avis juridiques ont été émis sans que nous ayons été consultés. Donald Rumsfeld n'avait pas confiance, ni l'envie, ni le désir de travailler avec le département d'État. Pour être franc, je pense qu'il était très jaloux de la célébrité de Colin Powell, tout comme l'était Dick Cheney. Est-ce que le département d'État a été mis sur la touche? Oui, nous avons été exclus de toutes les discussions postérieures à février 2002. Sur le terrain en tout cas, les gants tombent définitivement. Le 28 mars 2002, Abu Zubaydah, un lieutenant de Ben Laden, chargé du recrutement, est arrêté au Pakistan. La CIA le transfère dans un black site, une prison secrète en Thaïlande, pour l'interroger. Zubaydah fait partie des Ghost Detainees, des prisonniers fantômes, détenus par la CIA dans le cadre d'un programme éminemment secret baptisé Extraordinary Rendition. Son existence a été dévoilée récemment. Next a hearing on the policy known as Extraordinary Rendition. Well, thank you. L'une des initiatives qui a suscité beaucoup d'inquiétudes, et tout particulièrement en Europe, c'est la pratique de l'administration Bush dite des restitutions extraordinaires. Pour ceux d'entre vous qui ne sont pas familiers avec ce concept, il s'agit de la procédure par laquelle des fonctionnaires du gouvernement des États-Unis capturent des individus suspectés d'entretenir des liens avec Al-Qaïda ou d'autres organisations terroristes pour les transférer vers des pays tiers tels que la Syrie ou l'Égypte, où, d'après des rapports, ils ont subi des actes de cruauté ou de torture. Certains médias ont appelé cette procédure le programme de torture par procuration. Dr Scheuer, est-ce que je prononce bien votre nom? Scheuer. Il a travaillé au sein de la CIA de 1982 à 2004 et il a passé 19 de ces années à diriger des actions clandestines. Dr Scheuer. Monsieur le Président, le programme des Renditions de la CIA a vu le jour à la fin de l'été 1995. Je l'ai créé puis je l'ai dirigé contre des chefs d'Al-Qaïda et d'autres islamistes sunnites d'août 95 à juin 99. La CIA a averti le président que le département d'État américain avait identifié les pays où les combattants capturés étaient livrés comme des pays qui violent les droits de l'homme. Beaucoup de gens croient que le programme des Renditions a vu le jour sous M. Bush en 2001. Mais en fait, il a débuté en août 1995 sous M. Clinton. Et sous M. Clinton, tous ceux qui se faisaient capturer étaient envoyés dans un pays tiers et n'étaient pas détenus par les Américains. Après le 11 septembre et sous le président Bush, les membres d'Al-Qaïda capturés ont été placés sous le contrôle des États-Unis. Les objectifs du programme demeurent les mêmes, à une différence près. M. Bush a demandé que ce soit des agents américains qui interrogent les combattants détenus d'Al-Qaïda.
Lorsque vous avez capturé des individus en Europe ou ailleurs qu'en Afghanistan ou qu'en Irak et que vous les avez emprisonnés ou transférés vers un pays tiers, aviez-vous l'autorisation légale pour le faire? Monsieur, un petit bureaucrate comme moi ne peut pas envoyer un prisonnier dans un autre pays sans le consentement du pouvoir exécutif. À la CIA, on ne peut pas aller aux toilettes sans l'autorisation d'un avocat. Chaque opération du programme des Renditions est examinée par des juristes qui représentent la CIA, le ministère de la Justice et la Maison-Blanche. Aucune opération n'est entreprise sans que les avocats n'aient donné leur consentement et aucune méthode d'interrogatoire n'est utilisée avant que les juristes ne l'approuvent. Apparemment, tout a commencé avec la détention de M. Zubaydah. Et c'est là que la CIA a demandé une directive officielle. Tout à fait. Ladies and gentlemen, the President of the United States. Le sort d'Abu Zubaydah a été évoqué personnellement par le président Bush en septembre 2006, au moment où il a annoncé son transfert vers la prison de Guantanamo après 4 ans d'emprisonnement secret. Il en a profité pour justifier les méthodes d'interrogatoire utilisées par la CIA contre le prisonnier fantôme. We knew that Zubaydah had more information that could save innocent lives. But he stopped talking. As his questioning proceeded, it became clear that he had received training on how to resist interrogation. And so the CIA used an alternative set of procedures. I cannot describe the specific methods used. I think you understand why. If I did, it would help the terrorists learn how to resist questioning and to keep information from us that we need to prevent new attacks on our country. But I can say the procedures were tough, and they were safe, and lawful, and necessary. On sait aujourd'hui qu'Abu Zubaydah a subi le supplice dit de la baignoire, en anglais waterboarding, et qu'il fut le premier d'une liste dont on ne connaît pas encore tous les noms. Est-ce que vous considérez la technique de la baignoire comme de la torture? Pas du tout. Elle a été autorisée par le président et par la communauté juridique américaine. S'il s'agissait de torture, ce serait interdit par la loi et nous ne le ferions pas. C'est un pur non-sens. Le waterboarding est considéré comme de la torture depuis l'Inquisition. C'est de la torture. En tant que citoyen et soldat, je suis horrifié par le bricolage des juristes. C'est de la torture, clairement de la torture. Le waterboarding est-il de la torture? Avant le 11 septembre, cette question eût été inconcevable aux États-Unis. Elle a pourtant été ouvertement débattue au moment de la nomination de Michael McCarthy à la tête du département de la justice fin 2007. Le waterboarding est-il constitutionnel? Je ne sais pas ce que recouvre cette technique. Si le waterboarding est de la torture est anticonstitutionnelle. Vous ne savez pas si c'est de la torture. C'est de la torture ou ça n'en est pas? Vous devriez avoir un avis. Le waterboarding est une technique qui consiste à coucher quelqu'un par la force, à recouvrir son visage d'un tissu, puis à mettre de l'eau sur le tissu, pour simuler une noyade. Est-ce que c'est constitutionnel? Si cela atteint le niveau de la torture, c'est anticonstitutionnel. Votre réponse est très décevante. Elle est purement sémantique. Désolé. Après le 11 septembre, la CIA n'a pas voulu se contenter d'un simple OK verbal pour éviter les débandades du genre « on n'a jamais dit cela ». L'agence a insisté pour que ses officiers soient protégés par un papier stipulant ce que nous étions censés faire, ce que nous étions autorisés à faire et ce que nous n'étions pas autorisés à faire. La CIA a exigé tout cela. C'était une protection pour vos agents. Oui, pour nos officiers. Nous voulions éviter ce qui se produit toujours avec les politiciens, c'est-à-dire de jeter le blâme sur quelqu'un d'autre. Une fois le papier signé, tout le monde est dans le même bateau.
Le papier dont parle Michael Scheuer est un mémorandum secret de l'OLC daté du 1er août 2002 et signé officiellement par Jay Bybee, le chef de John Yoo. Surnommé le mémo de la torture, ce texte s'emploie à contourner l'interdiction absolue de torturer, entérinée par la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, puis par la Convention contre la torture, approuvée par les Nations Unies en 1984 et ratifiée par les États-Unis 10 ans plus tard. Qui a vraiment écrit le mémo de l'OLC? Mystère. Diverses sources assurent que c'est John Yoo avec l'aide de David Addington. La seule chose qui est sûre, c'est que le mémo de la torture était adressé à Alberto González et donc à la Maison-Blanche. D'après un article paru dans le Washington Post, la CIA vous a demandé un avis juridique concernant le seuil de douleur qu'un agent des renseignements pouvait infliger à un détenu sans violer la loi de 1994 prohibant la torture. L'article du Post stipule que vous avez présidé plusieurs réunions où diverses techniques d'interrogatoire ont été abordées. Ces techniques incluaient la menace de se faire enterrer vivant ou de subir le supplice de la baignoire. Est-ce que la CIA vous l'a demandé? Je ne me souviens pas exactement si c'est moi qui ai demandé ce mémo, si c'était une demande de la CIA ou si la CIA s'est adressée à moi. Je ne m'en souviens plus, sénateur. Vous n'avez aucune note, aucune information, aucun résumé qui nous éclairait sur une question aussi importante et aussi lourde de conséquences? Je suis certain que nous avons eu des discussions à ce sujet. Au bout du compte, le mémo a été accepté parce qu'il s'agissait de la position et de la décision finale de l'OLC. L'astuce du mémo de l'OLC consiste à redéfinir la torture en plaçant la barre si haute que rares sont les actes qui entrent dans la définition. Pour qu'une souffrance physique soit considérée comme de la torture, il faut qu'elle soit équivalente en intensité à la souffrance qui accompagne une blessure physique sévère, comme la défection d'un organe, l'altération d'une fonction corporelle ou même la mort. La parole est maintenant à Monsieur Ko, le doyen de l'école de droit de Yale. Ayant moi-même travaillé à l'OLC, je comprends la pression que subissent ceux qui rendent des avis juridiques comme celui-ci. Cependant, d'un point de vue professionnel et en tant que professeur de droit et doyen d'une faculté de droit, je dois dire que le mémo de Bybee représente l'avis juridique le plus erroné que j'ai jamais lu. J'ai examiné les rapports rédigés par les États-Unis sur la torture infligée par les troupes de Saddam Hussein. Plusieurs techniques y sont dénoncées comme la menace de viol ou le fait de faire tomber de l'huile bouillante sur quelqu'un ne répondent pas aux critères définis dans le mémo, alors qu'elles étaient clairement considérées comme de la torture lorsqu'elles étaient commises par Saddam Hussein. J'ai une question. Ne croyez-vous pas que quelqu'un puisse souffrir le martyre sans que cela provoque la défaillance d'un organe? Un exemple, le fait de couper les doigts de quelqu'un n'entrerait pas dans votre définition de la torture? Je ne me souviens pas avoir lu que ce niveau de douleur était nécessaire pour que ce soit considéré comme de la torture. À mes yeux, se faire couper les doigts ressemble à de la torture. Quelles conséquences entraîne cette remise en cause de l'interdiction de la torture pour les États-Unis et le reste du monde? Quand un pays ordinaire torture quelqu'un, on se dit que c'est une violation des droits de l'homme, mais les standards ou les normes restent les mêmes. Mais quand une superpuissance comme les États-Unis viole une norme aussi fondamentale que la prohibition de la torture, cela tend à dégrader la prohibition elle-même. On trouve aujourd'hui un peu partout dans le monde des pays qui justifient l'usage de la torture en invoquant ce que Bush a fait. Moi-même, j'ai rencontré récemment le Premier ministre égyptien à qui je dénonçais la torture infligée à des suspects arrêtés dans le Sinaï. Et sans hésiter une seconde, il m'a dit « Mais c'est ce que Bush a fait ». Révélé par la presse peu après le scandale d'Abu Ghraib, le mémo de la torture représente le document le plus compromettant de l'administration Bush. Cette pièce à conviction pourrait envoyer ses auteurs en prison pour complicité de crimes de guerre. Voilà pourquoi John Ashcroft, le ministre de la Justice dont dépend l'OLC, a tout fait pour cacher son existence au Congrès jusqu'au bout.
Il y a 3 mémorandums du département de la justice. L'un du 9 janvier 2002, signé par John Yoo, le deuxième d'août 2002, signé par Bybee, et le troisième de mars 2003 pour le groupe de travail interagences. Allez-vous fournir ces mémorandums à notre commission? Non, je ne le ferai pas. Je refuse de révéler ces mémos parce que je pense qu'il est essentiel pour la branche exécutive que le président ait la possibilité d'obtenir de son ministre de la Justice un avis confidentiel. Franchement, c'est du mépris pour le Congrès. Vous devez nous expliquer quel privilège vous invoquez pour refuser ce que nous vous demandons. À moins que ce soit un privilège du président, mais rien ne le prouve. Je pense que la Commission ne devrait pas se laisser faire. Est-ce que ces mémorandums sont classifiés? Apparemment, le ministre de la Justice tient une conférence dans les coulisses pour préciser sa position. Je suis en train de demander un conseil qui restera confidentiel. Certains de ces mémos sont peut-être classifiés d'une certaine manière pour certaines raisons. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre, je sais que ce n'est pas un jour facile pour vous, et nous apprécions votre présence ici. Je pense qu'il y a sans doute peu de personnes dans cette salle ou en Amérique qui pensent qu'on ne doit jamais utiliser la torture, surtout quand des milliers de vies sont en jeu. Prenons une hypothèse, nous apprenons qu'une bombe nucléaire a été cachée quelque part dans une ville américaine. Et nous estimons qu'une forme de torture, y compris très sévère, peut nous donner une chance de trouver la bombe avant qu'elle n'explose. Je suis sûr que la majorité des Américains et des sénateurs seront d'accord pour dire « Faites ce que vous avez à faire ». Le problème, c'est que cela doit être très sérieusement encadré et rendu public. Dans ce cas, je suis convaincu que toutes les personnes raisonnables comprendront. L'argument développé par le représentant démocrate pour justifier la légalisation au coup par coup de la torture a été publiquement débattu aux États-Unis. Son nom, le scénario de la bombe à retardement. L'organisation Human Rights First a édité un DVD intitulé Torture en prime time qui montre la banalisation de cet argument à la télévision. Le modèle de cet argument, c'est un programme de télévision appelé 24 heures en français, qui est diffusé depuis 7 ans. Le héros est un agent de renseignement américain du nom de Jack Bauer, qui passe au moins plusieurs minutes par heure à torturer quelqu'un pour obtenir de l'information sur une bombe à retardement. C'est la même histoire chaque semaine dans chaque épisode. C'est un argument grotesque. Tout le monde sait, au sein du gouvernement, qu'il n'y aura jamais ce scénario parfait, où on pourra obtenir le bon renseignement exactement au bon moment. C'est impossible. Ça n'arrive qu'à Jack Bauer dans 24 heures ou à Hollywood. Depuis, à chaque fois qu'on allume son poste, on tombe sur un programme où quelqu'un est torturé. Cela a un impact considérable sur les gens. Cela entretient la peur et surtout, cela a permis aux politiques de donner une légitimité aux décisions prises. Au moment où la CIA reçoit le feu vert de l'OLC, à Guantanamo, le Pentagone multiplie les pressions sur les services de renseignement de l'armée, chargés d'interroger le Saoudien Mohamed Al-Qahtani. Soupçonné d'être le 20e terroriste des attentats du 11 septembre, il a été arrêté en Afghanistan, puis transféré sur la base de Guantanamo en janvier 2002. Pendant 6 mois, les officiers de renseignement militaire respectent les consignes du manuel de campagne de l'armée qui interdit les interrogatoires coercitifs.
On sait aujourd'hui que Donald Rumsfeld a décidé de passer outre en détournant un programme militaire secret baptisé SEER et destiné à entraîner les forces spéciales américaines à résister à la torture. Mon nom est Malcolm Nance. Je suis un ancien membre des services de renseignements américains. Pendant que je servais ma nation, j'ai eu l'honneur d'être accepté comme instructeur pour le programme de la marine. Survie, évasion, résistance et secours, l'école SEER. Le programme SEER a été créé à la fin des années 1950, après la guerre de Corée. Les études faites sur les prisonniers de guerre américains ont montré que pendant la Seconde Guerre mondiale, et surtout en Corée, les prisonniers de guerre mouraient en grand nombre. Ces études ont démontré que c'était à cause des techniques utilisées. Il a été décidé de créer un programme qui permette aux membres de l'armée américaine d'avoir certains outils pour résister à une éventuelle captivité. Nous entraînons notre personnel afin qu'il puisse survivre dans le pire environnement qui soit, à savoir celui d'un ennemi qui ne respecte absolument pas les droits de l'homme ni les conventions de Genève. Le programme le plus vigoureux auquel j'ai participé était le programme des Rangers de l'armée américaine. Nous avons été parachutés dans la jungle le soir, et pendant que j'étais en train de rouler mon parachute et de le ranger dans mon sac, j'ai été capturé. J'ai été enfermé un jour et une nuit dans un espace dans lequel je ne pouvais être qu'en position fétale. C'est long. Et je vous assure que c'est très dur de rester dans cette position pendant une journée. Je ne pouvais pas bouger, je ne pouvais même pas tourner la tête. Ensuite, on m'a soumis à un interrogatoire. J'étais assis sur une petite chaise avec une grosse lampe comme ça, allumée et braquée sur mon visage. J'étais torse nu. Puis on a commencé à être agressif avec moi. L'un des officiers m'a giflé si violemment qu'il m'a cassé une dent. Nous enseignons à nos étudiants que la torture est utilisée par des services de renseignement militaires ou civils qui ont recours à des moyens illégaux pour obtenir du renseignement. Nous leur présentons la torture comme un échec complet de la part de l'ennemi. Et nous les soumettons aux techniques utilisées partout dans le monde, comme le supplice de la baignoire, les coups, les positions de stress, la privation de sommeil, l'arrachage des ongles ou les chocs électriques. C'est conseillé et contrôlé par des psychologues et des médecins, etc. Leur rôle est de s'assurer qu'une école aussi agressive que l'école des Rangers, par exemple, ne blesse personne. Le rôle des psychologues de SEER est très important. Ce sont eux qui vérifient que les étudiants sont en bonne santé mentale et leur apprennent à le rester en captivité. Si quelqu'un m'avait dit « Ok, nous allons maintenant torturer des gens de la même manière que les tortionnaires nous ont torturés », j'aurais dit 1. Que c'est un crime, 2. Que c'est inefficace, et 3. Que c'est la chose la plus anti-américaine que l'on puisse faire. La révélation de l'existence du programme SEER et de son détournement pour torturer des prisonniers a provoqué un vif émoi aux États-Unis. Pourtant, lors de l'audition parlementaire, seuls les seconds couteaux ont été cités à témoigner, et pas Donald Rumsfeld, leur chef à tous. L'audition d'aujourd'hui va explorer comment les techniques d'entraînement à la résistance du programme SEER ont été inversées par des responsables du département de la Défense pour être utilisées de manière offensive contre des détenus. Je commencerai par vous, Monsieur Schifrin. Lorsque vous étiez l'avocat général adjoint chargé du renseignement au département de la Défense, vous avez eu des discussions avec votre supérieur, Jim Haynes, concernant la question des interrogatoires durant le printemps ou l'été 2002. Est-ce exact? J'ai effectivement discuté avec Jim Haynes pour savoir où on pourrait trouver, au sein du département de la Défense, une expertise sur la manière de conduire des interrogatoires. Le département de la Défense ne s'était pas occupé de cette question, au moins depuis la guerre du Vietnam. Ce souci était-il dû à des frustrations venant du manque de renseignements récoltés? C'est le sentiment que j'ai eu, pas seulement à cette occasion, mais lors de précédentes réunions auxquelles j'ai assisté dans notre bureau, et où il y a eu des conversations sur le progrès ou le manque de progrès dans l'exploitation des détenus. Monsieur Haynes, avez-vous demandé à Monsieur Schifrin d'obtenir des informations sur les techniques SEER?
Monsieur le Président, 6 ans se sont passés depuis l'été 2002 et ma mémoire n'est pas parfaite. Ma mémoire n'est pas parfaite même pour des événements plus récents. Alors pour ce qui s'est passé il y a 6 ans, c'est sûrement le cas. Ce dont je me souviens de l'été 2002, c'est qu'il régnait au sein du gouvernement une grande inquiétude concernant la possibilité d'une autre attaque terroriste à l'approche du premier anniversaire du 11 septembre. Il y avait aussi une conviction largement répandue que les prisonniers arrêtés par les États-Unis pendant la guerre contre la terreur ne donnaient pas autant de renseignements que souhaités. Vous ne vous souvenez pas avoir fait cette demande? Je ne m'en souviens pas vraiment, mais si je l'ai fait, c'est sûrement à Richard que je me suis adressé. Colonel Baumgartner, dans votre déposition, vous dites que en juillet 2002, M. Schifrin vous a appelé et vous a demandé des informations sur l'utilisation de pression physique durant l'entraînement de SERE. C'est bien ce que dit votre déposition? Oui, monsieur. En réponse, vous avez envoyé à M. Schifrin une liste de pression physique, incluant des positions de stress, la privation sensorielle, le waterboarding. Vous lui avez transmis une note du docteur Ogrisek traitant des effets psychologiques de cet entraînement. Est-ce exact? Oui, monsieur. Est-ce que les techniques dont nous parlons sont efficaces? De quel point de vue? Pour obtenir du renseignement? Je ne suis pas un agent de renseignement, monsieur. Je ne sais pas. Mais je sais que ces techniques sont efficaces dans notre programme d'entraînement pour apprendre à nos étudiants la façon de résister à quelqu'un qui veut leur soutirer des renseignements. C'est à ça qu'elles servent. Docteur, d'après vos études, est-il juste d'affirmer qu'on peut faire dire presque n'importe quoi à n'importe qui si on use de brutalité pendant un certain temps? Je dirais que c'est vrai, mais que c'est aussi le problème. On peut leur faire dire n'importe quoi. Vous avez dit dans un journal que vous aviez vous-même subi le supplice du waterboarding? Oui, effectivement. Vous ne pouvez pas enseigner à l'école SERE sans avoir subi vous-même toutes les techniques. Donc, comme cela faisait partie de ma formation, sans savoir que cela allait arriver, j'ai subi le waterboarding. C'est comment? Oh, c'est horrible. Vous vous noyez. Vous vous noyez dans un environnement très contrôlé, mais vous vous noyez lentement. On vous dit que si vous ne répondez pas à la question, la torture va continuer, ce qui est douloureux. À ce stade, vous êtes prêt à dire n'importe quoi. Vraiment? Oh oui. Vous êtes prêt à dire que le haut est en bas, que le noir est blanc, tout ce qu'ils veulent que vous disiez. Vous finissez par avouer en sachant pertinemment que c'est une fausse confession. Le 27 novembre 2002, Jim Haynes rédige un mémorandum qui restera dans l'histoire comme le mémo de Rumsfeld. Il propose 3 catégories de techniques, la première étant la moins agressive, la troisième la plus agressive. Toutes ces techniques, dites d'interrogatoire dur, sont inspirées du programme SERE. L'usage de positions de stress, comme rester debout pendant un maximum de 4 heures. L'enlèvement des vêtements. L'exploitation des phobies des prisonniers, comme la peur des chiens pour provoquer le stress. Dans la catégorie 3, le bras droit de Rumsfeld suggère l'usage d'une serviette humide et de l'eau qui ruisselle pour induire l'illusion de la suffocation. Apprendre que la plus haute instance de votre gouvernement a non seulement fermé les yeux sur ces atrocités, mais les a demandées. C'est nouveau pour moi. Et sincèrement, cela me fait honte d'être un citoyen américain gouverné par George Bush. Sénateur Graham. Le waterboarding faisait partie de la catégorie 3, n'est-ce pas? Il me semble que c'était présenté comme un linge dégoulinant d'eau. Je n'ai jamais vraiment compris en quoi consistait cette technique. Vous pensez que cette technique est légale? À y bien réfléchir aujourd'hui, je pense en fait que c'est illégal. À l'époque, je ne sais pas. Aujourd'hui, la loi est très claire. Le 2 décembre 2002, Donald Rumsfeld signe le mémorandum de Haynes en guise d'approbation.
Sous sa signature, il rajoute un commentaire manuscrit. Je reste debout 8 à 10 heures par jour. Pourquoi la position debout est-elle limitée à 4 heures seulement? Quel impact peut avoir ce genre de remarque sur le personnel militaire qui le lit? Sénateur, lorsque j'ai vu cette note pour la première fois, j'ai été choqué qu'un tel commentaire puisse figurer sur un document de cette nature. À ce moment-là, j'ai pensé que même si c'était une blague, et on sait que c'est le genre du secrétaire Rumsfeld, cela pouvait être interprété comme un signe d'approbation pour agir au-delà des limites de ce document. Qu'avez-vous ressenti quand vous avez lu les techniques autorisées par le département de la Défense? J'étais horrifié, mais j'ai aussi cru que c'était une erreur. Il ne m'est même pas venu à l'esprit que l'autorisation de ces techniques pouvait être un acte délibéré. Je ne l'ai même pas imaginé. Je pensais que Jim Haynes, le responsable juridique qui avait envoyé ce mémorandum au secrétaire Rumsfeld, et le secrétaire Rumsfeld lui-même, n'avaient pas évalué les conséquences de ces techniques d'interrogatoire, tout simplement parce qu'ils étaient surchargés de travail. Mais j'étais convaincu que dès lors que je leur ferais part de mes remarques, le document serait retiré et la situation serait corrigée. Vous le pensiez vraiment? Oui, absolument. Et que pensez-vous aujourd'hui? Eh bien, que ce n'était pas une erreur. C'était une erreur dans le sens où c'était une mauvaise décision à différents niveaux. Mais cette décision a été prise en toute connaissance de cause. Si j'ai bien compris, dès que vous avez vu les techniques d'interrogatoire proposées, vous avez ressenti le besoin de parler et vous l'avez fait. Qu'avez-vous fait ensuite? J'ai immédiatement apporté le mémo à M. Haynes et je lui ai dit qu'il y avait un souci. Je suis allé voir Jim. Je l'ai rencontré environ 1 heure après avoir lu le mémorandum. Je lui ai expliqué pourquoi je pensais que ce mémorandum était une erreur et comment il pouvait conduire à l'utilisation de la torture et pourquoi l'utilisation de quelque traitement que ce soit qui pourrait être considéré comme cruel et dégradant serait un désastre pour le pays, que ce soit du point de vue de la sécurité intérieure ou de la politique étrangère. Jim a très peu parlé, il a seulement dit qu'il ne pensait pas que ce mémorandum organisait un système de torture. J'ai aussi discuté de cela avec les juristes de l'armée de terre et de l'air. Tous pensaient aussi que cette directive était illégale et représentait une grande erreur pour le pays. J'avais donc reçu un soutien énorme de la part des différents corps d'armée qui s'opposaient à l'application de ces techniques d'interrogatoire. Monsieur Haynes, je voudrais passer en revue avec vous les commentaires des différents corps d'armée. Par exemple, prenez la pièce 12, datée du 7 novembre 2002. C'est un mémorandum de l'armée de terre. Paragraphe 2, il est écrit « L'armée de terre soulève de manière significative des problèmes légaux et pratiques en ce qui concerne presque toutes les techniques de la catégorie 2 et toutes celles de la catégorie 3. Étiez-vous au courant du désaccord de l'armée au sujet de ces techniques ? Je ne me souviens pas d'avoir vu ce mémorandum à l'époque, et je ne me rappelle pas d'objection de ce type. Saviez-vous que l'armée de l'air avait les mêmes inquiétudes à propos de ces techniques? Je ne me souviens pas non plus de ce mémorandum. Vous avez soigneusement ignoré les mémos des juristes militaires adressés à votre bureau. Vous les avez soigneusement ignorés. Vous dites que je les ai ignorés. Oui, vous les avez ignorés. Mais si je ne les ai pas vus, je n'ai pas pu les ignorer. Vous saviez qu'il y avait des inquiétudes. Pourquoi ne pas avoir demandé à voir ces mémos? Je vous ai dit que je ne savais pas que ces mémos existaient. Vous ne saviez pas que ces mémos existaient? Sénateur, je ne me souviens pas les avoir vus ni avoir eu connaissance de leur existence. C'était il y a 6 ans. J'ai dû voir des millions et des millions et des millions de pages d'informations pendant les 7 années où j'ai fait ce travail. D'après un document déclassifié du Pentagone, les officiers des services de renseignement ont été formés aux techniques d'interrogatoire dures dès septembre 2002.
L'entraînement a été encadré par des psychologues du programme SEER. La participation de psychologues dans la transmission des méthodes de torture a provoqué une vive polémique au sein de l'APA, l'Association américaine de psychologie. Je demande instamment aux membres de l'APA de dire clairement aux dirigeants de notre organisation et au monde, la mission des psychologues est plus importante que de simplement obéir aux ordres. Les psychologues ne doivent pas participer au programme de torture du gouvernement américain. Les psychologues ont été impliqués dans ce qu'on appelle le retournement des méthodes utilisées pour entraîner les soldats américains à résister à la torture, pour qu'elles soient appliquées de manière offensive sur les prisonniers. Ils font aussi partie des fameuses équipes scientifiques de consultation comportementale qui participent aux interrogatoires en fournissant un encadrement et des conseils. Est-ce que les psychologues ont assisté aux séances de torture? Malheureusement, la plupart des documents sont encore classifiés. Dans un cas, pourtant, nous avons la confirmation qu'un psychologue était présent en donnant des conseils. Et il y a aussi des médecins impliqués. Dans un cas que nous avons étudié, le prisonnier avait l'épaule démise, après avoir subi le supplice de la suspension, et un médecin lui a remis l'épaule en place pour que la torture puisse continuer. En novembre 2002, le général Geoffrey Miller est nommé à la tête du camp de détention de Guantanamo surnommé Gitmo. C'est lui qui introduira les techniques d'interrogatoire dur, destinées aux prisonniers de grande valeur, comme on les appelle dans le jargon. Mohamed El-Khatani est le premier sur la liste. Pendant 51 jours, les tourments qu'il subit sont consignés dans un rapport d'activité dont des extraits ont fini par fuiter. 20 décembre, le détenu est mis à nu. Il dit qu'il n'aime pas que les femmes regardent son corps nu. L'interrogateur lui demande de faire le beau, de marcher et d'aboyer comme un chien. La présence d'un psychologue et d'un médecin est notée à plusieurs reprises. 27 novembre. Le surveillant place le détenu dans un fauteuil tournant pour le maintenir éveillé selon la suggestion du major L. Le major Lezo était le chef des psychologues à Guantanamo. La vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Sénateur Reid. Merci, Monsieur le Président. Général Miller, on rapporte qu'à Guantanamo, vous avez établi une liste comprenant 72 techniques de stress et de contrainte. Elles incluent des variations de température extrême, la privation de nourriture, cagouler le détenu pendant des jours entiers, l'isolement du détenu nu dans le froid et des cellules sans lumière. Est-ce exact? Monsieur, c'est totalement faux. Ça ne s'est jamais produit? C'est totalement faux. Ok. Pouvez-vous aussi nous confirmer que chacun, indépendamment de son statut à Guantanamo ou ailleurs, à votre connaissance, a droit à être traité humainement? Oui, sénateur. Chaque combattant ennemi détenu à Guantanamo est traité de façon humaine. Le calvaire subi par les prisonniers de Gitmo déclenche une vive polémique. D'un côté, les services d'intelligence militaire ou la CIA, obsédés par le renseignement, et de l'autre, les services judiciaires comme le FBI, la police fédérale, qui travaillent dans l'optique d'un éventuel procès. Ces agents s'opposent à la torture d'un point de vue moral, mais aussi parce qu'ils savent que tout soupçon de torture entraînera l'annulation des procédures. Mon nom est Amrit Singh. Je suis avocate à l'ACLU, l'Union américaine pour les libertés civiles, et je conseille la partie plaignante dans le procès qui oppose l'ACLU au département de la Défense. Nous avons déposé plainte contre la rétention injustifiée d'informations et notre action a contraint le gouvernement à rendre public plus de 100 000 pages de documents concernant le traitement des prisonniers retenus à l'étranger par les États-Unis, et j'ai personnellement passé en revue tous ces documents. Par exemple, dans un document du gouvernement, un agent du FBI décrit ceci.
À plusieurs reprises, je suis entré dans les salles d'interrogatoire et j'ai trouvé des prisonniers pieds et poings liés, couchés en position fétale sur le sol, sans eau ni nourriture. La plupart du temps, ils avaient uriné et déféqué sur eux-mêmes, ayant été laissés là de 18 à 24 heures ou plus. Une autre fois, l'air conditionné avait été éteint, ce qui faisait probablement monter la température de la pièce à plus de 38 degrés. Le détenu était presque inconscient sur le sol, avec un tas de cheveux juste à côté de lui. Il s'était apparemment lui-même arraché les cheveux pendant la nuit. Les agents du FBI observaient ça et étaient vraiment choqués. Certains ont essayé de rapporter ces faits du mieux qu'ils ont pu. Je pense que si cela s'était passé n'importe où ailleurs, il y aurait eu des arrestations, car c'est une violation évidente de la loi fédérale. Le général Miller, qui, à ce que j'ai cru comprendre, n'était pas un agent de renseignement, était responsable de cet endroit. Et je ne sais pas de qui il recevait ses conseils, mais ce n'était pas de bons conseils. Il y a eu beaucoup de débats et de conflits entre le FBI, qui observait tout ça, et les militaires. Et la position militaire était, et je cite, « Soit tu diriges, soit tu nous suis, ou tu dégages ». Apparemment, le FBI a été écarté à Guantanamo. Vous le confirmez? Oui. Finalement, le FBI a été écarté. Le 20 mars 2003, les États-Unis envahissent l'Irak au motif que le régime de Saddam Hussein abrite des armes de destruction massive. Un mensonge d'État qui coûtera la vie à des centaines de milliers d'innocents. L'objectif officiel est de traquer Saddam Hussein et ses plus proches collaborateurs. Mais très vite, l'occupation déclenche une insurrection qui tourne à la guerre civile. In a free Iraq, there will be no more wars of aggression against your neighbors. No more poison factories. No more executions of dissidents. No more torture chambers and rape rooms. En Irak, les opérations militaires sont dirigées par le général Ricardo Sanchez, dont dépend notamment la 205e brigade du colonel Thomas Pappas. Celle-ci regroupe les MI, les officiers de l'intelligence militaire chargés de la récolte du renseignement et donc des interrogatoires. Comment décririez-vous l'ambiance qui régnait dans la communauté du renseignement lorsque vous êtes arrivé en Irak? Très agressif. Nous voulions obtenir des réponses. Certains voulaient carrément se venger. On nous avait dit que Saddam était impliqué dans les attentats du 11 septembre et que les Irakiens étaient des ennemis. On ressentait donc de la colère et un esprit de vengeance au sein de l'armée et de la communauté du renseignement. Le renseignement représentait une obsession? Oui, tout à fait. C'est grâce au renseignement qu'on perd ou qu'on gagne une guerre. Et en Irak, c'était plus important que jamais. Le problème, c'est que tout le monde peut être un ennemi. Il n'y a pas de ligne de front ni d'uniforme. Ce n'est pas facile pour les soldats de sortir tous les jours et de voir des citoyens normaux, des Irakiens, des personnes âgées, des jeunes, des enfants, des hommes et des femmes qui rient, qui jouent, qui vous saluent, vous serrent la main et peuvent à tout moment vous tirer dessus. Nous avions beaucoup de pression pour obtenir à tout prix le renseignement dont nous avions besoin pour mener à bien nos opérations. Et cela aurait été mal vu, très négligent de ma part, si je n'avais pas tout mis en œuvre pour obtenir ces renseignements, afin de pouvoir accomplir notre mission. Du général Sanchez dépend aussi la 800e brigade militaire dirigée par le général Janis Karpinski, chargé de l'intendance et de la sécurité des 17 prisons irakiennes dont Abu Ghraib. C'est elle qui commande les MP, la police militaire, c'est-à-dire les gardiens de prison.
Tout d'abord, il y a eu ce raid ou cette opération majeure à Mossoul. Et ils ont commencé à emmener à Abu Ghraib des prisonniers qui portaient des badges sur lesquels était écrit « détenus de sécurité ». C'est un terme que nous n'avions jamais utilisé dans nos opérations militaires ou de détention. Du jour au lendemain, ils emmenaient 30, puis 50 prisonniers par jour. Plus le nombre de détenus augmentait, plus les interrogateurs de l'intelligence militaire faisaient des heures supplémentaires, mais ils n'obtenaient aucun renseignement d'importance de ces détenus de sécurité. Tout homme de 14 à 70 ans pouvait être raflé et emmené dans un centre d'interrogatoire. Mon équipe les interrogeait, et même si j'estimais qu'ils étaient innocents, ils n'étaient pas relâchés parfois pendant des jours ou des semaines dans l'attente d'un nouvel interrogatoire. La plupart étaient totalement innocents. Ils avaient seulement été au mauvais endroit et au mauvais moment. Et ils ne relâchaient personne? Non, personne. Pourquoi? Parce qu'ils avaient peur de libérer le prochain Oussama Ben Laden ou de libérer quelqu'un qui détenait de l'information qu'ils n'avaient pu obtenir. Ils perdaient confiance en leur propre capacité d'obtenir des renseignements pertinents. À l'été 2003, nous avons demandé une directive et un entraînement supplémentaire parce que nous savions que nous avions des difficultés en Irak concernant les opérations de détention et les interrogatoires. Finalement, on nous a dit que la seule expertise qui existait, c'était celle de Guantanamo, où avaient été développées des procédures d'interrogatoire. C'est comme ça que le général Miller est venu en Irak. Oui, oui. Il faisait partie de ma demande d'aide. Un document du général Miller, aujourd'hui déclassifié, confirme qu'il a effectué une visite en Irak du 31 août au 9 septembre 2003. Il y dirigea une équipe de personnel expérimenté dans l'interrogatoire stratégique dans le but d'exploiter rapidement les détenus pour obtenir du renseignement utile. Le général Miller a dit que son plan était de gitmoiser les opérations à Abu Ghraib. Il a dit « Je ferai d'Abu Ghraib le centre d'interrogatoire de l'Irak ». Sans sourciller, le général Miller a dit « Je pense que vous traitez trop bien les prisonniers. Vous devriez les traiter comme des chiens afin qu'ils comprennent qui est le chef. » Il voulait que la police militaire prépare les conditions pour des interrogatoires efficaces, de manière à ce que les interrogateurs puissent obtenir le renseignement plus rapidement. Général Sanchez, le rapport du général Miller contenait des observations et des recommandations. Je cite l'une d'entre elles. Il est essentiel que les gardiens participent activement au conditionnement des prisonniers pour une exploitation plus efficace des détenus. Suis-je exact, Général Sanchez? Oui, sénateur. Général Miller? C'est exact, sénateur. Général Miller, pensez-vous que votre instruction ait été mal comprise? Je ne le pense pas, sénateur. Mais d'après le rapport du général Taguba, plusieurs soldats impliqués ont témoigné. Soldat numéro 1, question. Est-ce que des agents de la MI, l'intelligence militaire ou toute autre agence du gouvernement vous ont déjà demandé d'amadouer un prisonnier avant son interrogatoire? Réponse. Oui, ils m'ont parfois demandé de montrer une attention toute particulière à un détenu. Soldat numéro 4, avez-vous entendu dire que l'intelligence militaire suggérait que les gardiens abusent des détenus d'une manière ou d'une autre? Oui. Qu'est-ce qu'on vous disait? Réponse. Il disait, cassez ce mec pour nous, assurez-vous qu'il passe une mauvaise nuit et qu'il ait le bon traitement. Vous voyez où je veux en venir, Général Miller? Il y a dû y avoir un problème quelque part. Monsieur, à mon avis, c'est un problème de leadership sur la façon dont les actions subséquentes ont pu se dérouler. Mais je n'étais pas présent à ce moment-là. Donc il serait difficile pour moi de donner un avis fiable. Général Sanchez, s'il vous plaît. Sénateur, je voudrais clarifier quelque chose. Le général Miller n'a donné aucun ordre. C'est moi qui ai donné les ordres. C'est à vous que j'aurais dû poser la question. Merci aux témoins. Thank the witnesses. My time has expired. Thank you, Mr. Judge.
5 jours après la visite du général Miller, le général Sanchez signe une directive intitulée « Interrogatoire et contre-résistance ». Il précise qu'il l'a calquée sur celle mise en place à Guantanamo. Cette directive est destinée au colonel Pappas, à qui le général Sanchez a confié la direction des gardiens aux grandes dames du général Janis Karpinski. Sur la liste figurent les positions de stress, l'isolation pendant plus de 30 jours, la présence de chiens pour exploiter la peur des Arabes et maintenir la sécurité pendant les interrogatoires. Les chiens doivent être muselés. Lorsque nous avons discuté de ça, il était très clair que si des chiens étaient utilisés à Abu Ghraib, ils devraient être muselés et sous contrôle. Mais ils ne seraient pas utilisés pendant les interrogatoires, ni pour intimider les prisonniers. Pourtant, votre mémorandum, c'est une directive pour les interrogatoires. Oui, oui, oui. Vous écrivez pour induire de la peur. Non, ce n'est pas ce que je dis. Ah, mais moi j'ai le mémorandum, il dit pour induire de la peur chez les prisonniers. Oui. Mais bon, les chiens étaient autorisés par Rumsfeld et à Guantanamo. Franchement, général Sanchez, ne pensez-vous pas que vous avez été embarqué sur une pente glissante sans le savoir? Je ne sais pas, mais il est évident, rétrospectivement, que nous avons commis des abus. Comment pourrais-je dire le contraire? C'est évident. Vous souvenez-vous de la première fois où vous avez vu les photos d'Abu Ghraib? Ouais. Comment avez-vous réagi? C'était un sentiment d'horreur, de répulsion absolue. Nous en avons référé dans les 48 heures au plus haut niveau du Pentagone. Et cela a aussitôt provoqué une inquiétude énorme à Washington, où l'on craignait que les photos fuitent avant le discours à la nation de janvier 2004, car on avait bien mesuré la gravité du problème. L'histoire des photos d'Abu Ghraib a été reconstituée par le journaliste Mark Benjamin, qui travaille pour Salon, un journal d'investigation en ligne. Tous les clichés ont été pris pendant la nuit, entre le 17 octobre et le 30 décembre 2003. Début janvier, un gardien remet un CD des photos au CID, la section d'investigation de l'armée qui déclenche une enquête administrative. La cagoule et les positions de stress. Ce sont deux techniques approuvées par le secrétaire à la Défense. Cet homme s'appelait Al-Jamadi, un prisonnier que la CIA a amené à Abu Ghraib le 5 novembre 2003 pour l'interroger dans la salle de douche. Il est mort pendant l'interrogatoire, il a été placé dans de la glace, puis évacué le jour suivant. L'armée a conclu que c'était un homicide, mais personne n'a été poursuivi. La raison pour laquelle il y a eu une investigation, c'était les photos. Le seul problème, c'était les photos. Au plus haut niveau du Pentagone, il y a eu une volonté concertée de présenter les abus à Abu Ghraib comme un incident isolé, perpétré par des brebis galeuses, et l'investigation a contribué à conforter cette thèse. Pour désamorcer un possible scandale au cas où les photos seraient rendues publiques, une enquête est confiée au général Taguba à la demande du général Sanchez le 19 janvier 2003. Sa mission est clairement délimitée. Enquêter sur la conduite de la 800e brigade militaire, c'est-à-dire sur la brigade du général Janis Karpinski. Témoignant aujourd'hui devant nous, le major général Antonio Taguba de l'armée américaine du centre de commandement des forces terrestres de la coalition. Quel est l'officier de plus haut rang que vous avez interrogé? Dans mon enquête, le général Janis Karpinski. Vous n'avez pas interrogé le général Sanchez ou... Non. Donc, ce qui s'est passé au-dessus du général Karpinski est encore à écrire. Tout reste à faire.
Personne ne sait ce qui a pu se produire ou ne pas se produire au-dessus de ce niveau. Le général Taguba a dit lui-même qu'il n'avait pas pu aller très loin. On lui a imposé des limites. Il a dit qu'il était dans un carcan et qu'il n'avait pas pu enquêter au-delà d'un certain niveau. Il ne pouvait pas atteindre la hiérarchie. Il ne pouvait que regarder vers le bas. Ils ont trouvé en moi le parfait bouc émissaire. Finalement, cette enquête et la première audition qui a suivi le scandale d'Abu Ghraib, c'était un peu du cinéma. Tout à fait. Tout a été calculé et emballé dans un joli paquet qui a permis au président de désigner les coupables comme quelques brebis galeuses qui ont perdu la tête pendant les permanences de nuit. Quand le 28 avril 2004, le magazine 60 Minutes publie les fameuses photos, Donald Rumsfeld dégaine aussitôt la couverture préparée par le Pentagone. Il invoque l'enquête du général Taguba et annonce que 9 gardiens seront jugés devant une cour martiale et que le général Karpinski a été dégradé au rang de colonel. Ce qu'il ne sait pas, c'est que son mensonge, sous serment, ouvrira la boîte de Pandore. Je demande à nos témoins de se lever. La vérité, toute la vérité, rien que la vérité, et que Dieu vous vienne en aide. Oui, je le jure. Conformément à nos convictions, nous allons démontrer que lorsque le scandale et des dysfonctionnements se produisent, ils ne sont pas cachés, mais au contraire exposés, enquêtés, et que les responsables sont conduits devant la justice. Abu Ghraib a permis d'ouvrir les vannes. Quand les photos d'Abu Ghraib ont été publiées, le gouvernement a tout de suite soutenu qu'il n'y avait pas de politique de mauvais traitement et qu'il ne s'agissait que de brebis galeuses. Il y a des gens à l'intérieur de l'administration qui savaient que cela n'était pas vrai et qui ont voulu que le monde le sache. Mais ils n'ont pas parlé, ils se sont contentés de faire parvenir les mémorandums à la presse, n'est-ce pas ? C'est vrai que la plupart n'ont pas parlé. Ce fut plutôt une rébellion intérieure silencieuse. Ils ont seulement voulu qu'on sache la vérité parce qu'il régnait une atmosphère de peur. Il n'était pas facile de s'opposer ouvertement car la moindre critique de cette politique était considérée comme antipatriotique ou trop tendre avec le terrorisme. Politiquement, c'était très compliqué d'être un dissident dans ce pays. Oui, c'est vrai qu'il y avait un sentiment de peur qui a imprégné l'institution, qui a fait que nous n'avons pas fait ce que nous sommes censés faire en tant que chefs pour protéger nos soldats. Oui, comme se lever et dire stop. Oui, comme se lever au bon moment pour faire ce qu'il faut. Est-ce que vous assumez une part de responsabilité? Bien sûr, je ne peux pas faire autrement. Certaines choses se sont produites sous mon commandement. Le général Mamouche a été tué sous mon commandement. L'usage des chiens a eu lieu sous mon commandement. Je reconnais très clairement que nous avons torturé, que nous avons maltraité des gens. Cela restera à jamais une défaite stratégique pour notre pays. Et il sera très difficile pour nous de retrouver l'autorité morale que nous avions avant de nous être éloignés des conventions de Genève. La peur unit, mais elle peut unir d'une très mauvaise manière. Et le meilleur exemple, c'est l'histoire des nazis. La peur des juifs, la peur des gitans, la peur de tout. Ça peut rapprocher les gens d'une manière très laide. C'est très douloureux en tant que citoyen américain. Je voyage beaucoup outre-mer et j'entends ce que les gens pensent de nous maintenant. Et c'est très douloureux.
Tout ça parce que quelques idéologues ont voulu se comporter comme des cow-boys. Ce n'est pas mon pays. Je le rejette. Le fait que nous ayons traité de manière inhumaine des prisonniers, à Abu Ghraib, Guantanamo ou ailleurs, restera très longtemps comme une tache sur l'histoire de notre pays. Vous avez tous ces innocents qui ont été traités de la sorte à Abu Ghraib. Et vous pensez qu'ils vont rentrer chez eux, devenir ensuite vos amis? Jamais de la vie. Ils vont devenir des insurgés, des terroristes. Voilà ce que nous avons fait en Irak. Ma déception par rapport à l'institution militaire et au Pentagone et par rapport à tout ce qu'ils ont fait à nos soldats est si profonde que jamais je n'aurais imaginé en arriver à ce point-là dans ma vie. Il n'y a aucun doute, nous avons commis des crimes de guerre. À ce jour, ceux qui nous ont conduits sur cette pente sinistre n'ont toujours pas rendu de compte.